Come on. Not now. He is around. He is around means that the priest's coming back in. Sinner, 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 sinner. You want me back. I can't really hear if you're all shouting. It's just too much noise. I can't distinguish who's saying what. It's just too loud. I hate you! You're the bitch! No, you're the stupid fucking bitch. Go on, scream it as loud as you can You're then. the stupid fucking bitch. And again! You're the stupid fucking bitch. Make your voice deeper. You stupid fucking bitch. Okay, let's get a 38-year-old voice into that. Come on. You stupid fucking bitch. Going down. Please mind the door. Door closing. Hello, girls. Just saying fuck you. That's okay. I love you anyway. Alors par où commencer? Bon, d'abord j'espère que ce film vous a intéressé, au bas mot. Je peux dire maintenant, quand même, je voulais pas vous le dire avant, mais que c'est un des plus beaux films que j'ai vus de ma vie. Alors maintenant je vais essayer de dire pourquoi. Par où commencer? On pourrait par exemple commencer par le début. Et je suis sûr que, en fait, vu tout ce que vous avez vu dans ce film, et vu, je pense, le nombre de scènes assez marquantes qui s'y trouvent, vous avez presque oublié le début, qui est tout à fait anodin, qui est tout à fait dans la manière d'Olivier Zabat, une manière douce. C'est quelqu'un qui filme doux, Olivier Zabat, même des choses très violentes. Et il a souvent filmé des choses violentes, ou des gens évoquant de la violence. Ça m'intéresse beaucoup, la violence. Alors, filmer doucement de la violence, ou quelque chose qui a à voir avec de la violence, me paraît déjà être une sorte de théorème de la magie du cinéma d'Olivier Zabat. Mais donc ce film commence par quelques plans d'extérieur, plutôt bucoliques éventuellement, avec un relief, des gens qui marchent. Ah puis tiens, on finit par en repérer un, s'arrêter un peu sur lui, mais on ne le distingue pas, on ne sait pas qui est ce monsieur. Et puis visiblement il appelle son chien, lequel chien est invisible, finira par apparaître. Ah, ça y est, un chien est arrivé. Bon, qui sont ces gens? Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que cette scène? Et surtout, je veux dire, qu'est-ce qu'on nous montre en fait? Et c'est déjà beaucoup d'ailleurs d'être mis en demeure devant un documentaire, devant n'importe quel film d'ailleurs, mais plus à fortiori un documentaire, de pas vraiment savoir ce qu'on est en train de nous montrer. Ou plutôt, disons-le plus précisément, on sent que c'est dans ces plans, nous ne sentons pas l'intention de nous montrer quelque chose. Il n'y a pas de focalisation sur quelque chose, il n'y a pas de polarisation. Je commence par le plus anodin, je vais arriver aux choses plus essentielles après, mais c'est intéressant de commencer par l'anodin, parce que c'est là qu'on comprend la manière d'un artiste. On reverra quand même ce même personnage avec sa chienne, en fait, qui s'avère être une chienne, un peu plus tard. Il est dans sa chambre d'hôtel, peut-être, ou une chambre de résidence, peut-être d'hôtel, je pense. Et il est avec cette même chienne, et il y a une scène comme ça d'intimité entre eux. Dans un film aussi dense et qui nous montre des choses aussi fortes, on doit quand même se demander pourquoi Olivier Zabat a retenu au montage, lui qui a eu beaucoup de rush et qui a supprimé beaucoup de choses, bien sûr, parce qu'il a tourné sur des années. Il garde quand même ça pendant une minute, quoi. Le type qui est en train de préparer son jeu de cartes, mais qui quand même est en train de signifier à sa chienne qu'il va revenir le soir, etc. Bon, très bien, je note. Moi, ça m'intrigue tout de suite. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça? Alors qu'il aurait tellement d'autres choses à filmer. On va garder au montage. Et puis plus tard, tiens, on aura un autre personnage, parce qu'en fait, la première partie nous expose 3 personnages. Celui-là, le magicien qui s'appelle Jim, celui qui s'appelle Ron, le tatoué, celui qui a un tatouage I'm psychotic and I'm proud, et qui est un peu on va dire le héros, une figure centrale du film.
Et puis Chris, celui qui donne une conférence. Et le même Chris, tiens, il y a un moment, on le voit rentrer chez lui. Tiens, pourquoi ce plan d'ailleurs? Pourquoi ce plan sur le palier? On n'a pas besoin de ça en fait. D'habitude, Olivier Abba, il ne prépare pas vraiment les scènes, on rentre directement dedans. Ah ben il frappe comme ça, enfin il va rentrer chez lui, puis il dit bonsoir mes chéris. Et en fait, on pourra peut-être se dire par la suite que ses chéris, c'est ses chattes en fait. Il a 2 chats. Rétrospectivement, à la lumière de tout ça, ben, je me dis que de commencer par quelqu'un qui avait son chien, qui a l'air d'y tenir, et de cette conciliation, et ces scènes là où on voit ces gens, ces 2 personnes avec leurs animaux, ben, c'est une façon extrêmement délicate, extrêmement tendre, de signifier l'immense solitude de ces gens. L'immense solitude. Alors, on peut sur une espèce de cliché du genre quand je suis seul, quand j'ai pas d'amis, il me reste un chien. C'est pas ça que je veux dire, c'est que vous voyez comment on peut signifier quelque chose, un gouffre de solitude, quelque chose, un abîme de solitude, je pense que c'est celle de ces gens, qu'on appellera plus tard les entendeurs de voix, dont on se rendra compte plus tard qu'ils se nomment eux-mêmes entendeurs de voix. Ben oui, ben c'est une façon très délicate de signifier la solitude. Ben ça, c'est sans doute ça la vraie clé de ce prologue, et qui se trouve être pour moi l'action principale du film. Il s'agit de libérer ces gens de l'étiquette qui pèserait sur eux, de les libérer, de les faire exister à l'écran un tout petit peu, autant que possible, en dehors de ce qui peut s'appeler leur pathologie. C'est une des premières opérations du film, comme ça, de décoller ces corps de ce qui peut les identifier, et peut-être même les ancrer et les enfermer, à savoir la nomination d'une pathologie qui serait en l'occurrence le fait d'entendre des voix. Alors c'est dit d'ailleurs à un moment par Ron, et donc voilà, je l'appelle le tatoué, mais je pense que tout le monde l'aura identifié. Il le dit dans un groupe de paroles, je reviendrai dessus plus tard, un peu plus tard, et à propos justement du tour de magie que refait Jim à ce moment-là, dans ce cercle étroit, dans un salon. Et tout de suite, Ron, qui est quelqu'un qui pense beaucoup, qui essaie de théoriser, qui essaie de produire des mots sur ce qui arrive à ces gens, à lui-même, fait une espèce d'analogie entre la magie et la psychologie, et la psychiatrie. Et finalement, la psychiatrie est aussi une prestidigitation, en quelque sorte, une espèce de tour de passe-passe qui permet d'inventer du réel qui n'est pas, puisque précisément, en plus, le tour préféré de Jim, c'est un tour de magie qui consiste essentiellement à simuler qu'il y a un jeu de cartes, alors que le jeu de cartes est invisible. Et donc Ron en déduit l'idée que oui, il y a quelque chose là qui ressemble à la psychiatrie, c'est-à-dire de faire exister quelque chose qui n'existe pas, à savoir des pathologies. Mais avant toute chose, comment est-ce que la psychiatrie impose son récit? Ben, elle l'impose par le verbe, par la nomination. Et par exemple en désignant comme psychotique. Et donc c'est vrai que la nomination entendeur de voix est quand même s'extirpe un petit peu du domaine de la pathologie et du diagnostic. Mais surtout, moi, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'entendeur de voix sonne aussi un peu comme une capacité. Et je veux pour preuve le fait que dans la première partie de ce film, qui en gros consiste pour moi un peu à présenter les trois personnages masculins dont j'ai parlé, dans quelle posture est-ce qu'on les voit? Eh bien, on les voit étrangement en étant en capacité de quelque chose. Par exemple, bah oui, Jim, vous le voyez, faire des tours de magie. Bah, celui qui fait des tours de magie, il a la main, c'est lui qui dirige, c'est lui qui manipule. Alors qu'on a affaire plutôt à des gens qui ont été plutôt saisis par la psychiatrie, qui ont été plutôt des objets d'étude, des objets d'analyse, qui ont été nommés par autrui, qui ont été traités par autrui. On voit aussi Chris en train de faire une conférence. C'est pas rien non plus, c'est-à-dire que c'est lui qui parle, c'est lui qui a la parole. Lui qui a sans doute été beaucoup nommé dans sa vie, nommé malgré lui, nommé, je veux dire, qui s'est vu étiqueté sur la gueule des nominations qui ne venaient pas de lui, ben là il est en posture de conférence, c'est lui qui articule les idées. C'est pas rien de le voir dans cette posture-là. Pour information, pour ceux qui l'auraient pas compris, il fait vraiment une conférence pour les travailleurs sociaux. C'est des opérations qui sont... qui sont tellement discrètement amenées par le film, qu'elles sont tellement pas claironnées qu'on n'est pas obligé de les apercevoir. Mais c'est quand même ça que fait le film. C'est ça que le film est tranquillement subversif tout le temps. Tranquillement subversif. Et je crois qu'il n'y a pas plus subversif que la subversion tranquille. Et voilà, je pense que c'est un des films les plus subversifs que j'ai jamais vu. Et franchement, il s'en donne pas les airs.
Et pourtant, c'est tout ça qui te fait, c'est ce travail qui te fait, par exemple, celui que je viens d'exposer. Mais dans le degré en dessous, c'est-à-dire qu'à minima, nous pouvons voir, en tout cas, nous voyons évoluer ces gens dont nous comprenons peu à peu qu'ils ont quand même cette souffrance d'entendre des voix. Bien sûr que c'est une souffrance, bien sûr que c'est un poids. Mais nous les voyons dans des domaines ordinaires, dans des lieux ordinaires, à commencer par une chose simple, qu'on finit par ne pas voir tellement elle est par la négative. Le film brille beaucoup par tout ce qu'il ne fait pas. Mais je veux dire, on n'est jamais dans un univers psychiatrique. On en a vu des fous dans l'histoire du documentaire, et parfois dans des très très bons documentaires, de Pardon à donner et Wiseman, pour citer deux figures importantes de l'histoire du documentaire. Mais on les a quand même souvent vus en milieu psychiatrique, ces gens. Alors peut-être parce qu'il n'était pas possible de faire autrement, et puis d'ailleurs c'est très intéressant de filmer évidemment dans un hôpital psychiatrique. Ça documente quelque chose de passionnant. Là, l'opération est un peu nouvelle quand même par rapport à cette longue lignée, je dirais, de documentaires en milieu psychiatrique. C'est précisément, on dissocie le fou, appelons-le comme ça, de l'univers qui le caractérise essentiellement comme fou. Parce que qu'est-ce qui fait le fou, fondamentalement? C'est le fait qu'il soit à l'HP. C'est pas... On pourrait dire que ça marche quand même d'abord dans ce sens, d'un point de vue social, je dirais. Je fais exprès d'exagérer un peu la position, hein, je sais bien qu'elle serait discutable, mais globalement, on peut très bien dire à partir de quel moment est-ce qu'on peut nommer quelqu'un comme fou? À partir du moment où il est à l'hôpital psychiatrique, et non pas nous allons l'y mettre parce que nous avons diagnostiqué qu'il était fou. Vous voyez, c'est pas la même chose. Bon, si vous orchestrez un documentaire où jamais vous ne verrez des gens qu'on peut appeler fous comme ça, dans une dénomination pas du tout péjorative, mais familière, en dehors de ce contexte psychiatrique, tout de suite, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait un truc totalement étonnant. Ça fait un truc totalement étonnant. Et surtout, ça libère ses corps. Ça libère ses corps de l'assignation à un destin psychiatrique, qui est très largement induit, encore une fois, par le fait qu'il soit territorialisé dans des lieux, dans les lieux attitrés de la psychiatrie, et exemplairement, évidemment, l'hôpital. Il y a quand même une ou deux fois où il s'en prend directement à la psychiatrie, c'est vers la fin, dans cette espèce de truc, qui est la troisième partie, hein, qui est en fait un summer camp, parce que Olivier Zabat m'a dit que ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire, bon, voilà, une espèce de... Ils se réunissent l'été tous ensemble, et puis ils font des trucs ensemble, quoi. Ils se parlent, ils font des ateliers, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt la troisième partie, c'est le dernier truc qu'on voit. Et avant le final sur lequel je reviendrai. Et à un moment, oui, quand même, il y a ce petit numéro que fait, je crois, il s'appelle Yann, je crois, un jeune type, avec les deux coups, là, pendant la Mad Pride, hein, parce qu'ils appellent ça quand même la Mad Pride, c'est quand même pas mal. Il y a des Gay Pride et des Mad Pride, bon, c'est pareil, c'est toujours le même truc, quoi. Retourner en puissance ce qui est stigmatisé comme étant une lacune. Donc, I'm psychotic and I'm proud. C'est le même truc. Et pendant ce truc-là, Yon nous fait un numéro avec les deux coups, un numéro que j'adore d'ailleurs, parce qu'en fait, il foire un peu. Mais j'aime bien que ça foire, enfin c'est pas mal, quoi. On comprend plus très bien exactement où il veut en venir, mais du coup, ça met un peu de drôlerie dans un truc qui se termine par un coup près dingue, quoi, à savoir, est-ce que la psychiatrie c'est le diable, quoi. Et après on lui demande de confirmer, tu penses que la psychiatrie c'est le diable? Ouais, souvent. Non, parfois. Oui, c'est vrai, ça change tout. Tout à fait. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais je pense, à mon avis, pour réconcilier le parfois et le souvent, quand il dit parfois, c'est un euphémisme. Je pense. Bon, c'est un peu violent. Et puis le lendemain, enfin, en tout cas, dans la scène d'après, ou une scène un peu plus loin, mais dans ce même contexte de Summer Camp, il y a ce personnage qu'on n'a jamais vu qui rencontre une conférence qui faisait le lien donc entre, disons, l'avènement de la psychiatrie et l'extermination des Amérindiens, enfin en tout cas de quelque chose qui aurait une espèce d'analogie. Évidemment, tout ça est discutable, mais c'est intéressant de considérer ces hypothèses-là. C'est intéressant dans la mesure où, à partir du moment où vous inventez l'autre avec un grand A, vous décrétez qu'une certaine catégorie de l'humanité est autre, eh bien, tout est permis avec. Vous pouvez tout simplement vous permettre de l'exterminer, etc. Il faut jamais oublier que ça marche un peu dans ce sens quand on se documente un peu et qu'on entend des gens un peu compétents sur ces questions-là, des historiens ou à savoir que le racisme ne préexiste pas à l'extermination des Indiens. On invente le racisme pour légitimer l'extermination des Indiens. Je repasse par là pour dire que quand même le film est assez clair là-dessus. Et encore une fois, on n'est pas obligé de valider totalement cette hypothèse, mais elle est intéressante parce que je pense qu'elle aide
à comprendre la démarche d'Olivier Zabat. Il s'agit véritablement, mais profondément dans le film, de réintroduire les entendeurs de voix dans le champ de l'ordinaire. C'est tout sauf des autres. On va vraiment, par exemple, les mettre dans des lieux ordinaires. On va les filmer dans des lieux ordinaires, chez eux. J'ai rarement vu un film qui opère cette opération-là, très douce d'ailleurs, qui est très en douceur dans le film, parce qu'en fait, le film s'impose comme ça tranquillement, il impose son dispositif. Parce qu'en fait, en général, on est pris dans une espèce d'aporie avec ces conneries de normalité à normalité. Vous avez tout un tas de films comme ça, pavés de bonnes intentions, hein, je veux dire que ce soit des fictions, des documentaires, qui sont des trucs de gauche, quoi, c'est-à-dire donc super sympas, et qui vraiment vont s'échiner à nous montrer à quel point nous devons traiter, par exemple, les fous comme n'importe qui. Très bien, super, c'est plutôt une bonne opération, vous mettez ça que l'inverse. Sauf qu'ils le font de façon contre-productive, et c'est-à-dire qu'il y a une façon parfois de surdésigner des anormaux comme normaux, qui évidemment ne fait qu'accuser leur anormalité. Vous voyez, si vous êtes en train de vous extasier vraiment et de faire un gros plan sur un autiste qui est en train d'articuler pour une fois 10 phrases de suite, ben, en fait, vous êtes là en train... Vous voyez, comme il est normal, mais vous filmez tellement ça comme un miracle que en fait, vous êtes en train de le surterritorialiser dans sa maladie. Je crois que Zabat a trouvé une façon de surmonter cette aporie. Il y a un choix qui est quand même très radical d'ailleurs, et qui est très courageux d'un point de vue cinématographique, très courageux. Et c'est pour moi le fait de quelqu'un qui maîtrise son art, mais à un point, qui a quand même une grande confiance dans son art. C'est que nous ne filmerons jamais de ces gens au moment où ils ont des symptômes, où vraiment le symptôme deviendrait quelque chose de véritablement impérieux, et il pourrait par exemple susciter une crise, puisque ce sont des gens qui peuvent faire des crises. Eh bien ce film soustrait totalement ça. C'est un geste radical, hein. C'est un geste discutable d'ailleurs, radical, mais c'est vraiment pour faire en sorte que, je pense qu'il y a un souci éthique chez Olivier Zabat, comment dire, connaissant bien son œuvre, hein, je crois que ça le mettrait très mal à l'aise de filmer, par exemple, un fou en plein délire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans de très pittoresque, en fait. Et c'est là-dessus que prospèrent pas mal de documentaires, en fait, qui vont un petit peu aller explorer la folie comme un territoire où il y a des putains de scènes, quoi. C'est super, quoi. En gros, ils font le show, quoi, les fous. Bon, là, vraiment, Zabat, toujours très calme, décide de sous-jouer la chose, hein, vraiment d'être très low, et d'être surtout pas du tout dans le symptôme et dans la captation du symptôme. C'est quand même pas rien, toutes ces opérations-là. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire aussi qui est très simple, je parle toujours un petit peu de ce que fait le film, de ce qu'il dispose sans vraiment le manifester. Bon, c'est un film où il y a des gens qui ont très clairement des problèmes mentaux, des problèmes, je veux dire, voilà, et qui le vivent comme un problème, encore une fois. Je ne suis pas en train d'idéaliser la chose, loin de là. Mais c'est un film où il n'y a pas de médecin. C'est simple, hein, mais je veux dire, c'est pas si courant. Hein. C'est pas si courant. C'est pas si courant de dissocier à ce point-là des gens qui sont sujets à des traitements médicaux ou l'ont été de façon parfois très violente, comme semble nous l'indiquer Yann, quand il raconte son passage dans le champ psychiatrique. Et ben, pourtant, nous ne verrons pas de soignants. Alors ça, c'est le côté, évidemment, c'est ce que brasse le film en termes d'autonomie. C'est un grand film anarchiste pour ça, hein, je veux dire. Parce que c'est pas un film qui, encore une fois, pontifie sur l'autonomie, qui pontifie sur le fait qu'il faut s'auto-organiser. C'est un film qui nous mène, nous, spectateurs, immédiatement dans l'horizontalité d'une auto-organisation. Il nous perd un peu, d'ailleurs, il ne nous donne pas de repères, on ne sait pas ce qu'ils font ces gens, on ne sait pas qui dirige vraiment, qui commande, comment ça a été orchestré. Ce qui est une façon de nous faire éprouver véritablement l'horizontalité dans laquelle on est. Et qu'il y a une espèce de communauté qui se crée sans soignants, ou plutôt où les gens se soignent les uns les autres. S'apportent mutuellement une sorte d'aide comme ça. Et ça, jamais ça nous est expliqué, mais en revanche, nous le ressentons. La façon dont parfois vous avez été perdu dans le film, vous êtes perdu parce qu'il n'y a pas de chef. Alors il y a Aaron comme repère, bien sûr, il est un peu l'organisateur et il est par ailleurs un fil conducteur. Mais on le quitte souvent, et parfois il est un peu minoré dans les scènes, parfois il est marginalisé, il est en périphérie. Donc en fait vous n'avez pas cette espèce d'organisation verticale, vous êtes immergé dans quelque chose, et donc vous éprouvez quelque chose de l'ordre de la communauté fraternelle.
le secret intime des scènes les plus fortes de ce film vient du fait que précisément nous ayons affaire à un phénomène qui ne se voit pas et qui ne s'entend pas. Mais en fait, on retrouve là une loi qu'on connaît bien du cinéma, c'est la fameuse loi du hors-champ. Bien sûr que c'est extraordinaire, qu'à partir du moment où nous avons identifié ces gens, quand même, parce qu'assez vite on comprend que ce sont des entendeurs de voix, des gens qui entendent des voix, alors, mais leur présence à l'écran, elle est constamment intense. Elle est constamment intense. Et pourquoi ? Parce que possiblement, dans leur tête est en train de se jouer ce truc-là. Ou en tout cas, ce sont des gens qui ont entendu des voix, peut-être le matin même, peut-être la veille. Ils sont encore... Leur corps est complètement auréolé, j'allais presque dire, de ce qui leur arrive intérieurement. Et du fait que nous n'ayons pas accès, ben, évidemment, ça rend la chose d'autant plus fascinante. C'est des lois de cinéma de base, ça, que le cinéma d'horreur connaît bien. C'est-à-dire, cultive le hors-champ, relègue ton monstre dans le hors-champ, le monstre n'en sera que plus effrayant. Oui, sauf qu'en fait, les films d'horreur, en général, ils déploient énormément de trésors, d'abord d'argent, et formels, pour arriver à parfois des résultats incertains. Là, nous avons des choses, moi je trouve, beaucoup plus puissantes, avec des moyens beaucoup plus économes, quoi. Je pense que d'ailleurs, il y a quelque chose qui est au travail dans toute l'œuvre d'Olivier Zabat, qui n'a pas fait pour rien un film. Un de ses premiers films s'appelait Un tiers des yeux, drôle de titre. Mais je pense que moi, je l'ai toujours compris comme, en fait, il sera très très intense de voir quelque chose si tu n'en vois qu'un tiers. Voilà. Si tu en retranches quelque chose. Si tu ne vois qu'un tiers d'une chose, alors cette chose atteint un sommet d'intensité. Moi, je vais finir torse nu, je vais rester. Je vais dire que des choses inintéressantes, par contre, je suis torse nu dans à peu près un quart d'heure. Voilà, c'est passé. Oui, donc il y a d'autres moments où on matérialise la pathologie, enfin en tout cas les voix elles-mêmes, et sur lesquelles le cinéma peut avoir, d'une certaine manière, il peut ramasser derrière, quoi. Ça lui permet d'avoir des scènes. C'est comme quand vous avez la sculpture humaine, c'est un peu ça ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez quoi ? Vous avez quelque chose qui se matérialise et vous avez quelque chose à filmer qui est quand même beaucoup plus intéressant, en quelque sorte, que quelqu'un qui serait en train tout simplement de vous raconter ses voix. Je veux dire, bon. Donc il faut bien voir qu'à ce moment-là, il y a quelque chose comme une solidarité qui se crée entre les intérêts de la thérapie et les intérêts du cinéma. Mais moi, je pourrais aller plus loin de ce point de vue-là. Parce que si on reprend la scène géniale où Chris parle devant la baie vitrée, enfin en tout cas devant son reflet d'ailleurs, parce que une espèce de contre-champ qui serait son reflet, bon, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Moi, j'ai pas d'infos pour le coup sur cette scène, mais je peux faire que des hypothèses. Qui a demandé quoi à qui ? C'est-à-dire que, petit A, est-ce que c'est un truc que fait souvent Chris, tout seul, chez lui, et il se trouve que Zabat lui a demandé la permission de pouvoir le filmer faisant ça, et il le fait, quoi. Mais est-ce que ça serait pas Zabat lui-même qui lui aurait suggéré de le faire ? Et c'est pour ça que je me dis que, d'une certaine manière, Chris, ça l'arrange que la caméra soit là. Ça l'arrange. Il y a une solidarité à ce moment-là. Il y a un geste commun. Il y a quelque chose comme une espèce de soutien réciproque. Moi, je te donne une scène de cinéma, mais toi, tu me donnes aussi une sorte d'extériorisation de mes voix qui me permet de légitimer que je puisse les nommer. Et je m'en trouve peut-être d'autant plus soulagé. Je livre des hypothèses là, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un truc qu'on se dit toujours à propos du documentaire, et sur quoi je crois on a vachement tort, en fait. Les spectateurs de documentaires s'inquiètent toujours du fait que les documentaristes n'aient pas dérangé les gens qui ont été filmés. Dans la fiction, la question ne se pose pas. Les acteurs, ils sont payés, donc ils sont là, ils ont voulu être là, donc on ne pose jamais la question, vous n'avez pas dérangé les acteurs. Non, au contraire, c'est plutôt les acteurs qui dérangent la caméra en général. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et j'aime bien en mettre un coup. Bon, non, mais puisqu'on en parle, je vais refaire mon truc. Hein. Mais moi, je donne 57 Jean Dujardin pour tous les acteurs que j'ai vus dans ce film, avec tout le respect que j'ai pour Brice de Nice. Non, mais voilà, quand même, enfin, rappelons-nous quand même, quelles sont les plus grandes prestations de gens dans l'histoire du cinéma ? Mais c'est celle-là, c'est pas... Bon. Non, mais retournons un peu les choses, quoi. Et dans le cas d'espèce de Chris, on pourrait se dire qu'on a d'une certaine manière cassé une intimité, voilà, on a fait intrusion dans une intimité par cette scène extrêmement intime, quoi. Mais on peut dire aussi qu'on a rompu une solitude.
Et il y a une façon de le retourner positivement. Et donc, à ce moment-là, je pense, et d'ailleurs, connaissant bien le cinéma d'Olivier Zabat, et l'esprit avec lequel il fait, c'est la délicatesse avec laquelle il filme, je pense que si Zabat pensait de quelque manière que ce soit qu'il était gênant pour Chris, il ne ferait pas cette scène. Mais je pense qu'il est non seulement non content de ne pas être gênant, il est aidant à ce moment-là. Alors il ne le fait pas pour ça, il ne le fait pas pour aider Chris, il le fait pour faire un film, mais il se trouve que par surcroît ça aide. Donc, il y a une espèce de solidarité comme ça qui se met en place, qui est tout à fait intéressante. Mais ça peut, je pense, aller encore plus loin, et ça on va le voir avec l'épisode Déby, qui est un peu le cœur du deuxième tiers du film. Donc il y a ce petit groupe de paroles comme ça, où apparaît cette Déby, alors j'allais presque dire jeune femme, en fait elle a 38 ans, et tout est dit. Tout est dit sur en gros le nœud dont elle essaie de se démerder comme elle peut. Donc elle est là, cette jeune femme, cette femme, et puis Ron lui propose ce groupe de paroles comme ça. Alors comme d'habitude, ils sont en train de parler, c'est très ordinaire, c'est une discussion en fait. Ils sont dans un salon. Ils pourraient parler d'autre chose. Ça pourrait être une association qui se réunit pour dire bon alors où est-ce qu'on se retrouve jeudi pour faire grève. Voilà, ça pourrait être ça en fait. Visuellement, j'entends. C'est tranquille. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien, il y a un truc tout con dans le film, que je ne pourrais pas préméditer par le montage ni quoi que ce soit, c'est qu'ils ont... Alors, British oblige, puisque nous sommes en Écosse, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est en Écosse, mais pas seulement, il y a quelques scènes en Angleterre. En tout cas, on est dans le monde britannique. Bon, British oblige, il y a des tasses de thé tout le temps. Il y a du mug, il y a une espèce de panoplie assez géniale des bols, des mugs, il y a des thermos aussi, enfin, il y a un peu de tout. Ils ont toujours ça à la main. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même, ça devient presque un personnage du film, je veux dire. Et pour moi, ça serait presque la métonymie de la normalité, de la normalité. C'est-à-dire que, ben voilà, on est des gens normaux, on se fait couler un petit thé, puis on discute sur des canapés. Parenthèse refermée. Donc Déby. Ron lui propose, bah ok, évidemment, comme d'habitude, on va matérialiser ta voix, donc tu vas transcrire ce que tu vas entendre, et puis tu nous le diras. Bam, on se retrouve avec la scène le lendemain, enfin en tout cas une scène juste après. Elle l'a fait. Elle a noté la voix intérieure. Elle n'a qu'une voix, il semblerait, mais une voix qui prend de la place, une voix qu'en vaut 6. Et là, nous allons avoir une espèce de quadruple extériorisation, puisque le but est toujours d'extérioriser pour casser la solitude avec cette voix, surtout qu'avec Déby, on voit bien le truc. Hein. Cette voix a totalement pris le dessus sur elle, au point qu'elle l'a empêchée de grandir. Je vais trop vite, hein, mais c'est quand même un peu des trucs qu'on se dit, en fait. Donc, cette voix l'empêche de grandir. Elle la maintient dans la Déby petite fille, avec le visage qu'elle a, cette espèce de visage génial, quoi. Bon, donc elle extériorise d'abord, elle transcrit. Deuxième extériorisation, elle dit ce qu'elle a écrit, elle le nomme, donc ça fait une deuxième matérialité. Troisièmement, elle le nomme pour d'autres gens, c'est-à-dire le groupe de paroles. Il y a un ou deux cuts qui nous révèlent qu'à côté, il y a les autres, en fait, ceux qu'on avait vus dans le salon. Et puis, elle le fait pour nous, elle le fait pour la caméra. Et là, c'est pareil, hein, je veux dire, je pense que la caméra n'est pas simplement, n'est sûrement pas un objet qui s'immisce dans une intimité de groupe comme ça. C'est pas non plus un élément neutre, c'est un élément qui fait partie du processus d'extériorisation. Je pense que... Et ce soir, je veux dire, le processus a continué ce soir. Quand vous avez vu cette scène, quelque part, Déby s'est encore un peu plus dépris de ses voix. Elle vous les a refilées, quoi. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc il y a cette extériorisation qui donc matérialise et qui donne une scène, je l'air encore stupéfiante, pardon, mais je veux dire, mais il paraît qu'il y a des gens qui dépensent 300 millions pour faire des trucs sous l'eau, là. Mais c'est dingue, en fait. Je veux dire, mais il faut vraiment que James Cameron, il voit cette scène, en fait. Dire, mais en fait, tu vois, tu prends une femme comme ça, avec vraiment une tête de bonté, de fille vraiment... Et puis qui est quand même en train de nommer les pires obscénités, les pires insultes, quoi. Je veux dire, mais ça, vous tenez une grande scène de cinéma en faisant ça, c'est tout, point. C'est des faits. La scène n'est pas finie, parce que Ron intervient. Et alors Ron, il fait, je pense qu'à Ron, toujours dans le cadre de finalement Ron et le documentaire même combat, Ron et Zabat même combat, unis l'un et l'autre pour leur bien commun, parce qu'il se comporte vraiment comme un documentariste, ou je dirais même qu'il se comporte comme un artiste à ce moment-là, Ron, parce qu'il a les gestes fondamentaux de l'artiste pour moi. D'abord, il y a quelqu'un qui est en face de lui qui est en train de lui dire « j'ai entendu ces voix-là et je les transcris ». À aucun moment il ne met en cause les choses, il croit. Il croit, c'est tout. La question ne se pose pas. Alors évidemment, il est bien placé pour le croire, puisque lui-même en entend. Mais il croit.
Et nous sommes dans cette posture-là aussi. Et c'est Zaba qui est dans cette posture-là aussi. C'est ça que fait le documentaire, en fait. On prend à plat les choses, on les prend littéralement. Voilà. Et alors après, il y a un autre truc, dans le genre prendre littéralement, il est question d'ange. Voilà, il est question d'ange. Donc Ron entend, ange. Ok, les anges, très bien. Bon, alors les anges, en gros, divisés en deux. Mauvais anges, bons anges, c'est vrai, tout à fait. Le diable, c'est un ange déchu. Donc il y a des anges pas déchus et les anges déchus. Ok, très bon. Donc ça veut dire qu'il y a un principe de bien, un principe de mal. Il prend tout au pied de la lettre. C'est ça qui est intéressant. Et après, il va véritablement considérer, à partir du moment où il a matérialisé Debbie et Mélanie, il le prend vraiment comme deux personnes, vraiment, et ça devient presque une sorte de... Il devient un médiateur d'un conflit interne, quoi, d'un conflit presque de couple. C'est ça qui se passe, on a une espèce de scène de médiation à partir du moment. Donc on a banalisé, on a remis les voix, l'entre-soi Debbie-Mélanie devient une espèce de scène en partage pour tout le monde, sur laquelle chacun peut statuer, chacun peut avoir un avis, on peut s'immiscer. Moi je trouve que quand même, tu devrais lui parler un peu mieux, bon, des choses comme ça. Donc vous voyez quand même le truc, et c'est exactement ce que fait la scène de cinéma à ce moment-là, la scène de documentaire à ce moment-là, elle fait exactement ça. Elle prend les choses matériellement, elle les prend au premier degré. Sans aucune ironie, sans aucune distance, si ce n'est la distance qui est requise pour filmer. Le calme et la distance requise pour filmer. Donc on voit qu'on a affaire de la part de Zaba d'un filmage. Alors j'aime pas ce mot qui est devenu très galvaudé, mais je veux dire, il faudrait dire une empathie absolue. Une empathie absolue. L'empathie est devenue intéressante si elle est absolue, quoi. C'est-à-dire vraiment je prends totalement. Et après, quand Karen va se mêler à son tour de la scène, elle va intervenir, puisqu'elle est là, toujours, avec Ron. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va demander à parler directement à Mélanie, ce qui est une façon, évidemment, de la récupérer pour elle-même, de l'extérioriser. Et évidemment, le cinéma prospère aussi là-dessus, parce que ça nous donne quoi ? Ça nous donne un dialogue, ça nous donne du théâtre, ça nous donne une scène de cinéma, en fait. En plus, elle se lève. On n'aurait pas mieux fait. Nous avons Karen et Debbie en train de jouer Mélanie. Enfin, on s'y retrouve plus. Et ces deux personnes avec ce truc toujours de Mélanie qui continue à insulter tout le monde et Karen qui continue à lui parler normalement. Et ce final de dialogue absolument impayable. Mélanie redit pour la 12 millième fois « You stupid bitch, gna gna ». « You fucking stupid bitch », je crois que c'est ça. Et Karen répond « Oui, moi aussi je t'aime ». Ben voilà, c'est tout le cinéma de Zaba qui est là-dedans. C'est Zaba qui pourrait dire aussi, oui, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est-à-dire qu'il filme avec amour, aussi, au sens où l'amour serait cette espèce d'accompagnement des choses. Les choses sont là, et l'amour que je peux leur accorder, c'est ce que dit Ron à un moment, il dit, il ne faut pas supprimer les voix, il faut leur accorder de l'attention. C'est ce que fait Zaba. Zaba, il accorde de l'attention à ses voix. Je finis juste par le dernier segment du film, parce qu'évidemment tout ça va culminer dans le final. Cette collusion, cette solidarité objective entre le geste de Zaba et le geste de Ron, pour résumer, cette amitié entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, ce film raconte une amitié presque... une amitié immanente, quoi, entre Olivier Zaba et Ron Coleman. Je dis ça, je ne connais pas l'état de leur rapport, j'imagine qu'ils sont quand même assez familiers maintenant. Mais moi, je le vois à tous les plans, ils sont pris tous les deux dans le même geste, dans un geste absolument solidaire. Et ça va culminer, bien sûr, dans cette fin, où qu'est-ce qui se passe, en fait ? Alors, le film est très bien construit, parce qu'on avait commencé par la scène où Ron commençait à distribuer les voix, comme on parle de distribution aussi au théâtre, d'ailleurs. Et puis à la fin, on a le produit final, en quelque sorte. À partir du moment où le fils, donc c'est vraiment une affaire de famille, je crois qu'il s'appelle Rory, grâce à un logiciel, il a réussi à donner une existence sonore à l'ensemble de ces voix qui pourrait éventuellement s'apparenter, grâce à un logiciel bien particulier, à l'espace mental ou l'architecture mentale de Ron. C'est-à-dire que Ron a réussi à transmettre ça. Mais il y a autre chose, effectivement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure que m'a révélé Olivier. Ron a appris, je crois pendant le tournage d'ailleurs, que vraiment il allait être atteint d'une espèce de maladie dégénérative vraiment importante. Quelque chose m'a dit Olivier de l'ordre d'Alzheimer, mais qui fait qu'il va perdre la mémoire et qui va aller vers ce que d'ailleurs Karen appelle la démence. Quand ils parlent tous les deux côte à côte dans une des dernières scènes, c'est de ça qu'ils parlent en fait. On n'est pas censé le comprendre vraiment. Mais Ron va partir. Alors c'est très beau parce que c'est comme quelqu'un qui annoncerait sa mort en fait à sa femme ou à ses enfants. Mais c'est pas quelqu'un qui dit je vais mourir parce que je suis atteint d'un cancer. C'est quelqu'un qui dit je vais vous échapper puisque je vais partir dans la démence, dans une maladie où il n'y aura plus de connexion entre nous. Et donc une des ambitions de Ron,
en disposant ce dispositif-là de théâtralisation de ses voix intérieures et de matérialisation de ses voix intérieures, ben, c'est précisément de les offrir, de maintenir une connexion avec ses enfants, par-delà le fait qu'une connexion va se perdre avec ses enfants et surtout avec Karen, avec sa femme, quoi, avec la femme de sa vie. Voilà ce qui se passe. Alors je crois qu'Olivier m'expliquait que Ron avait interprété, pour avoir bien étudié ses propres voix, dit que les voix apparaissent à la fin de l'adolescence et que donc d'une certaine manière, elles sont dépositaires d'un segment de la vie de Ron, qui est son passé. Elles sont donc porteuses de passé. Et donc en transmettant ces voix à ses enfants et à sa femme, en les matérialisant, en les rendant sonores, eh bien d'une certaine manière, il leur offre un bout de son passé et un bout de sa personnalité, ce qui est une façon de rester en connexion. Voilà, je referme cette parenthèse qui est vraiment additionnelle par rapport à ce que vous avez vu et que moi je n'ai absolument pas compris en voyant le film, évidemment, hein, c'est impossible. Mais on entrevoit quand même que dans leur discussion à Karen et Olivier, et Ron, pardon, révélateur, que c'est une scène d'amour qu'on voit. Et encore une fois, pardon, mais une grande scène d'amour en fait. Et d'ailleurs, ce film est un film d'amour, puisque ça commence par un homme qui commence à extérioriser ses voix ou à donner un peu de ses voix intérieures qui lui sont tellement propres et intimes à sa femme, comme une espèce de geste d'amour pour maintenir une connexion entre eux. Et c'est de ça qu'ils discutent sur le banc. Et on voit qu'à la toute fin, c'est vraiment à Karen qu'en dernière instance est destiné ce montage vocal, ce montage sonore. C'est elle qui écoute. Bien sûr que toute cette fin crée définitivement un ciment ou une collusion, et voire même une fusion, en fait, entre le geste de Ron et le geste de son fils, qui grâce à son ingénierie, a réussi à monter la pièce, et bien sûr le montage du film. Ouais, c'est pas pour rien qu'on finit quand même par quelqu'un devant un ordi en train de monter quelque chose. Il fait du montage. Donc à ce moment-là, le film, Ron et Zaba fusionnent totalement. Le montage de la pièce et le montage du film, c'est tout ça est la même chose. Et quand on donne à la fin le geste de donner à Karen les voix, le casque, de sorte qu'elle puisse entendre, ben, je veux dire, dans le même temps qu'elle entend, pour la première fois, nous entendons aussi. C'est aussi un don au spectateur. Hein, donc là, il y a vraiment, ça y est, la grande synthèse a eu lieu. Ça faisait 1h50 qu'on préparait ça. Ça fait 1h50 qu'on voyait bien qu'il y avait un geste solidaire entre l'un et l'autre. Mais là, ça y est, ça fusionne absolument dans ce final tout à fait extraordinaire, qui est un peu aussi un aboutissement formel. C'est-à-dire qu'on a tenté tout un tas de façons de matérialiser les voix, de leur donner corps, de leur donner chair, de les incarner, de sorte que le cinéma, que ça puisse devenir une pâture de cinéma, enfin en tout cas voilà, que le cinéma puisse en faire quelque chose. Mais là, ça y est, ça devient vraiment un moment de cinéma. Nous avons réalisé une sorte de production sonore qui ressemble, nous avons pénétré l'esprit de Ron. En plus, c'est Ron lui-même qui valide avant, hein. Quand ils sont devant le logiciel, il valide. C'est lui d'ailleurs, il indique, là, quand il y a un cut, un moment, un insert sur l'écran, en fait, vous voyez, c'est représenté, c'est un logiciel particulier qui permet de situer les voix dans l'espace sonore, quoi. Et c'est lui qui rectifie. Non, le professeur, il est un peu plus en haut à droite. Enfin, alors c'est très très rapide, mais on comprend que c'est... Donc en fait, l'architecture spatiale qu'on a, l'architecture sonore que nous avons, correspond à peu près à ce que Ron entend, ce qui est quand même une espèce de miracle de cinéma, hein, tout simplement. Je veux dire... Alors pour une petite info, ça c'est pareil, c'est une chose que je ne sais que parce que je suis... un tout petit peu en contact avec Olivier Zaba, et que par ailleurs son ingénieur du son attitré est quelqu'un qui est un ami proche, avec qui j'ai même travaillé, qui s'appelle Thomas Fourel. Et c'est Thomas Fourel qui a proposé à Ron un logiciel qui permet, et donc à Rory, le fils, un logiciel qui permettait ça. On finit par ces voix, là, une espèce d'apothéose du film. Et en plus, il y a un cut, on quitte Karen, on se retrouve sur, je crois, un contre-champ d'ailleurs, ça doit être un petit peu ce qui est face à Karen, c'est-à-dire cet environnement qu'on a très très peu filmé d'ailleurs depuis le prologue. Ah, on filme pas la nature à 2 balles chez Zaba, hein. On fait pas des plans comme ça avec des oiseaux. Là. Non mais les gens font des plans qui montrent rien. C'est bizarre de passer sa vie à faire des plans qui sont des plans comme ça, de transition, il y a de la musique dessus. Bon, les gens font n'importe quoi. Bon, alors Zaba fait pas n'importe quoi, et donc quand il fait ce contre-champ sur ce truc, je pense que c'est vraiment une question de redonner, de définitivement achever le geste de redonner du volume à ces voix. Elles étaient dans un cerveau
et bouffant ce cerveau de l'intérieur, quand même, le grignotant. Je veux dire, Ron est quelqu'un qui souffre vraiment beaucoup, et ça s'entrevoit d'ailleurs dans certaines de ses attitudes. Il prend sur lui, mais bon. Et là, bon, ben voilà, on finit totalement le travail de donner du volume et donner de l'espace par ce plan, je veux dire, qui ouvre en plus sur la mer, tout simplement, enfin sur à la fois un environnement bucolique puis maritime, donc c'est pas rien. Mais quand même, là on pourrait dire c'est l'apothéose et c'est presque happy end en fait, quoi. Tout est réussi, tout est réconcilié, tout est consommé. Amen. Il y a un truc qui casse l'ambiance quand même, c'est le cri. Et ce cri, il est d'une... On le voit pas venir d'abord, je crois pas. Enfin, on l'entend pas venir. Ouais, pour moi, ce cri, il est une dernière virgule d'honnêteté d'Olivier Zabat, parce qu'en fait, c'est une façon de rappeler à l'extrême fin, in extremis, qu'attention, ça souffre, quoi. Qu'attention, ça souffre. Bien sûr, j'ai essayé de décrire toutes les opérations du film, et qui sont finalement des opérations qu'on pourrait dire d'apaisement, en fait, de la chose. De créer de l'accalmie là où, en fait, c'est pas calme du tout. De banaliser ce qui est vécu comme absolument exceptionnel et comme une malédiction par les gens concernés. Et ce sont des opérations que je trouve formidables, que je trouve très précieuses, et je crois que Zabat a eu raison, enfin en tout cas quelque chose de très très fort d'avoir œuvré de cette façon-là. Mais il fallait quand même, je pense que c'était tout à fait nécessaire, rappeler quand même le passif de souffrance de cette affaire, et surtout rappeler le fait que rien n'est résolu. Rien n'est résolu. Et je veux dire, c'est pas un film thérapeutique. L'idée n'est pas de se soigner. On ne se soignera jamais. Donc il y a vraiment une virgule tragique à ce moment-là. Donc, il y a une malédiction qui pèse sur ces gens, qui ça leur est tombé dessus, et ils s'en débarrasseront pas comme ça. Ils pourront que essayer de vivre le moins douloureusement avec. Mais il y a quand même ce noyau de douleur insécable, irréductible, tragique. Donc le film aura vraiment été honnête jusqu'au bout. Je m'arrête là. Merci.